Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre ce soir et de rester fidèles, de nous rejoindre en nombre ce soir pour ces rendez-vous des dîners littéraires bruxellois. Et vous l'avez compris, de bruxellois et de Zwans, on va être servi parce qu'il en sera question ce soir avec l'inénarrable Joske Malbeek, que vous connaissez tous sans doute ici, hein, ou à peu près tous. Ouais. Et donc un dîner ce soir un peu particulier pour moi et pour nous, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis très heureux, Dominique, de retrouver Dominique Denier, avec qui j'ai travaillé 25 ans à la bibliothèque de Saint-Josse et qui m'a lâchement laissé en rack pour prendre sa pension. Oui, pour cause d'âge, quoi. Voilà. Merci, Cameroun. Mais donc, vous voyez que j'utiliserai indifféremment Dominique ou Joske, puisque j'ai connu le Dom avant qu'il ne devienne le Joske. Hein? Exact. Alors, une raison, mais l'autre raison, quand je dis je retrouve ici à la Maison de la Francité Dominique ou Joske, c'est parce que, tu t'en souviens, nous avions dialogué ici même il y a 10 ans à peu près, c'était en janvier 2015, lors de la première saison que j'ai animée ici à la Maison de la Francité, et nous étions en compagnie de Georges Lebouc, qui aujourd'hui habite en France, qui continue à écrire, mais que nous allons évoquer par le biais de ce dernier livre publié tout récemment chez La Miroir, le fidèle éditeur de la Maison de la Francité aussi, qui est souvent présent et qui est là d'ailleurs ce soir, Vie et survie de la littérature bruxelloise. On va en parler avec toi, d'autant que tu as préfacé le livre et que il te consacre également un chapitre dans le bouquin. Donc, vous voyez qu'on est un peu ici en famille, avec vous, à la maison de la Francité. Et enfin, dernière chose, je suis d'autant plus content qu'on puisse évoquer Georges Lebouc, puisque Georges Lebouc a été mon professeur de littérature belge, de littérature française, mais aussi prof d'italien, et également, parce qu'il donnait des cours un peu plus sérieux aussi, de sémiologie, je me souviens, pendant mes études de bibliothécaire à la Haute École des Sciences de l'Information, ici à Bruxelles, ce qui me fait dire qu'il est assurément le grand archiviste de la Zwans, avec, vous connaissez tous au moins un livre de Georges Lebouc, Comment engueuler son prochain en bruxellois, mais il a à son actif une 60 livres sur Bruxelles ou sur la langue bruxelloise. Donc voilà, on va évoquer tout ça, et puis bien sûr, on parlera de tes dernières zwanseries ou dernières zwans qui sont parues il y a quelques semaines, quelques mois, les dialogues d'un zwansologue, hein, 4e volume, je pense, de dialogue et de Fubelke. Et donc, on va revenir évidemment, avant de parler du livre de Georges Lebouc, sur ton parcours, si tu veux bien, Dominique. Donc, je pense qu'on le sait, mais tu peux peut-être rappeler comment tu es tombé dans cette marmite du bruxellois, finalement. Voilà, c'est ça la question. Comment en est-on arrivé là? Voilà. C'est ça. Mais en fait, mon cas est celui de beaucoup de Bruxellois. Mes parents, évidemment, avaient reçu les consignes strictes de la communauté française disant qu'on ne parle pas le dialecte avec les enfants, sinon ça pose des problèmes à l'école. Mais mes grands-parents, évidemment, s'en fichaient royalement. Et comme je passais énormément de temps chez eux, puisque mes parents travaillaient tous les deux, donc toutes mes vacances, je les passais chez mes grands-parents, mais quand ils ne voulaient pas que je comprenne, ils parlaient en dialecte. Et donc, légitime défense, c'est la première langue que j'ai apprise. Ça, c'est logique. Et donc, voilà, après, j'ai continué. J'ai eu ça en tête tout le temps. Mais je ne parlais pas bruxellois avec eux, évidemment. C'est ça qui est même bizarre. Mon pêtre, dont je parle souvent, est décédé sans que je lui parle bruxellois. Oui, une ou deux fois, on s'est amusé à faire les dialogues du pourquoi pas de Virgile,
Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Moi, après, j'ai fait des études, etc. Donc, j'étais à l'ISTI. Bon, là, tout ça, quand on est à ce niveau-là, le bruxellois n'a plus le droit de citer. Donc, tout ça est resté un petit peu en dormance, je dirais. Et puis, j'ai eu la révélation. J'ai commencé à aller au théâtre de Thônes. Et au théâtre de Thônes, j'ai entendu ce bruxellois que je n'avais plus entendu depuis longtemps et que je retrouvais avec un plaisir incroyable. Et surtout, étant jeune, j'avais toujours écrit en alexandrin. C'est une habitude que j'ai. D'ailleurs, même mes fables sont en alexandrin. Ça, on va y revenir. Tant qu'à faire n'importe quoi, autant faire ça bien. Et donc, quand j'ai entendu la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, donc dite par Wultje van Bergerac, chez Thônes, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais oui, on peut écrire des fables, des textes en alexandrin, en bruxellois. Et donc, le premier texte que j'ai écrit date de 1989, donc ça remonte à très très loin, et j'en ai écrit quelques-uns de temps en temps. Donc, tout ça n'avait pas d'autre ambition que de faire rire ma famille et mes amis à Nouvel An, ça, voilà. Et voilà, ça restait donc, dans mes tiroirs. Il y a quand même tout un laps de temps où, effectivement, parce que, alors je sais... mais donc, peut-être d'abord tu parles de ton pater, c'est le parrain. C'est mon parrain, c'est le papa de ma maman en fait, hein, mon père. Okay. Et je lui fais dire des phrases philosophiques qu'il n'a jamais dites mais qu'il aurait pu dire. Et quel bruxellois finalement est-ce qu'il utilisait? Voilà. Parce qu'il y a plusieurs bruxellois. Il y a plein de bruxellois. Donc là il faut s'entendre sur les bruxellois. On est bien d'accord que en Belgique, enfin à Bruxelles en tout cas, c'était le Brussels-Vlaams, le bruxellois flamand qui était parlé. À partir de 1830, le français devient la langue officielle. Donc on commence par la noblesse, par les bourgeois, la bourgeoisie aisée, et donc via l'école, tout ça se transmet. Après, on arrive évidemment aux personnes un peu moins bien loties, qui n'ont pas cet accès aux études, etc. Et donc eux, ils vont commencer à parler un français qui est en fait du flamand traduit littéralement en français. Et donc, c'est ce qu'on a appelé par après le Beulemans. Et dans le livre de Georges Lebouc, on se rend compte en fait que des personnes écrivaient en Beulemans, mais 40 ou 50 ans avant que la pièce, le mariage de Mademoiselle Beulemans, existe. Parce que pour eux, c'était une façon de parler. Donc, il y avait ce Beulemans, il y avait le Brussels-Vlaams, il y avait également ce qu'on appelait, ce que je pratique le plus souvent, c'est l'Alvenhalf. L'Alvenhalf, c'est tu commences en français, tu continues en flamand, tu reviens en français. Donc, comme je dis toujours, si tu demandes à un Bruxellois s'il parle français ou flamand, il dit « Lusterskamerhoed », moi je parle comme j'ai le plus court. En français, c'est bon, on est une vlops des Ucotes. Et tu vois, et souvent tu as des gens qui commencent à parler en français, et puis ça dérape en flamand, vraiment, comme c'était plus facile en fait. C'était instinctif. Donc ça, c'est l'Alvenhalf qui demande déjà plus de connaissances, évidemment, du flamand, parce qu'on reste avec la base du flamand, c'est-à-dire le neutre, etc., donc les déclinaisons. Donc c'est une langue à apprendre avec la difficulté en plus du bruxellois. Et à côté de ça, il y a encore le marolien. Ouais. Alors le marolien, à un moment donné, on a... D'ailleurs, Georges en parle dans son livre. L'une des premières personnes à avoir écrit en marolien est une personne qui faisait partie de la bourgeoisie aisée gantoise. Il s'appelait Roger Kervin de Marktendries, donc c'est un long à rallonge, et il a écrit un livre intitulé « Les fables de Pitches-Cramouille ». Et évidemment, comme il était avocat et dans une famille de bourgeois, ils ont dit « Menneke, tu ne vas pas commencer à mettre notre nom sur cette couverture ». Donc, mais du coup, il a été vraiment avalé par son personnage parce qu'il a écrit de son côté des livres, notamment un livre intitulé « Le balancier des routines » qui parle de sa carrière d'avocat et d'autres livres auxquels il a participé. Il ne reste plus que les fables de Pitches-Cramouille qui ont été rééditées un nombre incalculable de fois. Et justement, on a dit à un moment donné, mais est-ce que cette langue n'est pas une langue qui a été inventée? Parce qu'on se dit, c'est quand même bizarre, c'est un mélange en fait de français, de flamand et de marolien. Eh bien non, c'est une langue qui existait. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle et au XIXe siècle, donc à deux moments différents, on a eu des ouvriers wallons qui sont venus travailler, notamment dans les Marolles.
Et donc, ces ouvriers, ben, pareil, ils utilisaient des mots, mais en même temps, il y avait du wallon qui ressortait. D'ailleurs, la preuve que ça existait, c'est qu'il y avait une kermesse qui s'appelait la kermesse d'Elblat, qui est vraiment un mot qui reprend typiquement les trois. Vous avez kermesse qui vient de kermis en flamand, c'est du français. Vous avez del qui est typiquement wallon, et blat qui veut dire feuille. Alors pourquoi la kermesse de la feuille? C'est parce que c'est une kermesse qui se donnait rue des Feuilles. Alors ne cherchez pas la rue des Feuilles sur votre plan, ça n'existe plus. C'est une rue qui a été englobée dans la rue des Minimes. La rue des Minimes est une rue très longue, mais qui englobe en fait 3 rues différentes. Donc, à partir du moment où il existait un programme populaire en marolien, on pouvait considérer que cette langue existait, bien évidemment. Donc, je vais vous lire un des textes en marolien, donc de Roger Kervin de Martendries, alias Pitches Cramoul, qui s'appelle Les Prumes. Donc les prumes, c'est pas compliqué, c'est les prunes. Donc on va pas non plus, voilà. Mais donc vous verrez que c'est quand même une façon d'écrire tout à fait particulière où on retrouve vraiment une manière d'écrire wallonne. Les prumes. Tischke, dans le jardin de mon père, promenait sur un beau matin. On l'avait dit, te peux s'en faire, bon, te peux toucher à rien. Et Tischke se tenait bien couche. Il marchait des petits pas, sans bruit. Mon v'là l'eau qui vient à sa bouche, il voit un prumier plein du fruit. Je pourrais foutre une prume par terre en scudant l'arpe un peu comme ça. Bon, si Poupa me voit ça faire, il va taper mon pet en bas. Alors qu'il dit, ça ne serait une malchance, si Poupa irait me spionner, je vais jouer un peu balance, avec l'arpe, une prume va tomber. Bon non, au fond, ça peut pas y être, dit Tischken en lui-même tout bas. Avant tout, il faut y être honnête. L'honnêteté, ça c'est la loi. Mopoupa, qui tenait le silence, il voyait Tischke ses façons, v'là sur 1, 2, 3 qui s'élance de derrière un épais buisson. Tischke, mon enfant, je t'aime, qui dit comme ça sur ton câlin. Je vais escuder l'arbre moi-même et t'auras des prumes plein tes mains. Poupa secoue l'arbre bien vite et tant du fruit attriboulé que Tischke a eu 8 jours la chite. Voilà où conduit l'honnêteté. Là, on est bien dans le populaire. Mais, ouais, mais avant que tu continues, parce que je voudrais que... On voit que donc c'est une relation aussi à l'enfance et on retrouve, bien sûr, et Georges Lebouc en parle dans son bouquin À ton propos, c'est aussi ce mélange d'humour et de nostalgie d'un certain Bruxelles. Mais on y reviendra parce que tu ne vas pas te défiler avant ça, parce que tu l'as dit, il y a eu tout un laps de temps et vous ne savez peut-être pas que dans sa jeunesse, notre Josque pratiquait une autre langue, plutôt l'anglais, puisque tu as étudié l'anglais, mais dans un cadre un peu spécial, parce qu'il chantait dans un groupe de hard rock. Oui, moi j'ai fait ça aussi. Ah oui, ça, là je ne chantais pas en Bruxelles. Et là tu ne chantais pas en bruxellois. Là, je me suis dit, tiens, est-ce que on pourrait chanter Black Sabbath en bruxellois? On peut appeler ça Black Sabbath, hein, l'histoire d'un pays qui a mis sa vie entre charentaises. Un truc comme ça. Ouais. Et donc voilà, c'est pour dire que il y a eu tout ce laps de temps et tu l'as dit finalement, c'est en allant chez Thône que cette envie d'écrire, alors proprement dit en bruxellois, t'es venu. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça n'allait pas plus loin que les sortir de mon tiroir et les lire. Et puis donc, il y a eu ce moment incroyable où j'ai rencontré Georges Lebouc, mais c'est grâce à toi en fait. Parce que justement, on allait proposer une conférence. Alors, tout vient d'une idée à la commune. Donc, on travaille à la bibliothèque de Saint-Josse. Et donc, à la commune, on faisait un festival Humour du Monde. Et donc, j'avais dit à René, j'ai dit, tu vas voir, ça va être l'humour du monde, mais on va encore une fois rien avoir pour les Bruxellois. Et donc, je me dis, nous, on va faire le Bruxellois. Et donc, il y a eu 2 jours qui ont été consacrés à ça. D'une part, René, qui connaissait très bien Georges Lebouc, puisqu'il avait été son élève, il l'a dit tout à l'heure, donc l'a invité à la présentation de justement comment engueuler son prochain en bruxellois. Moi, je dirais comment engueuler son prochain et le suivant en bruxellois. Il ne faut pas rater une occasion. D'appeler un snul, hein, ça c'est certain. Mais donc voilà. Et à ce moment-là, en présentant ça,
moi, je ne dis rien, hein, je suis simplement accueillant et je le laisse faire. Et puis, timidement, au moment où il passe par mon bureau pour mettre sa veste et s'en aller, je lui dis timidement, vous savez, j'écris des fables en bruxellois. Est-ce que vous voulez que je vous en lise une? Donc, évidemment, voilà. Il me regarde avec un air de commisération, en disant, bon, j'ai été bien accueilli, ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Après, on rentre à la maison. Et donc, je lui dis, une fable que je vous dirai tout à l'heure. Et il a le coup de foudre. Il dit, mais enfin, lui qui avait écrit déjà tant de livres, et notamment sur les fabulistes bruxellois, mais il ne savait pas que quelqu'un le faisait encore. Ben évidemment, ça, il fallait avoir son Dickens dans mon tiroir pour le savoir. Donc, à partir de ce moment-là, il a fait tout son possible pour que je sois édité. Donc, ce n'était pas évident, parce que, bon, déjà, la poésie, voilà, en bruxellois, en plus, donc là, vraiment, on est quand même, c'est une petite niche. Et donc, il y a un éditeur qui a bien voulu accepter, Robert Naum, de 180 degrés édition. Et ce livre serait vraiment très, très bien vendu. Donc, je crois qu'il a réédité 2 fois. Bon, on n'est pas dans des milliers d'exemplaires, mais enfin, voilà, c'était quand même significatif. Et du coup, ça s'est enchaîné. La semaine suivante, on avait fait consacrer la soirée à l'humour, mais dans les BD bruxelloises. Donc, on avait fait venir Louis-Michel Carpentier, qui a fait les poches, et qui illustre toujours. Donc, maintenant, en fait, je fais les textes en bruxellois dans ces BD, et lui, il fait les illustrations dans mes livres. Donc, c'est une escroquerie qu'on fait à 2, et ça marche très, très bien. Merci. Évidemment, il y a une relation qui s'est nouée entre toi et Georges Bouc. Je voulais juste citer, il le rappelle dans un article justement, et c'est tout à fait ce que tu dis, mais pour vous montrer qu'il a vraiment été, et je me souviens aussi de Georges Bouc qui avait été surpris par la qualité de tes textes, et il dit ceci: j'ai rencontré pour la première fois Joske Malbec à la bibliothèque de Saint-Josse. Il m'avait demandé de venir animer une petite soirée autour du bruxellois, et à la fin, timide et quelque peu rougissant, il m'a proposé de lire une Fubelke. De sa composition, je m'attendais au pire, dit Georges Le Bouc, et cela a été le meilleur. Je croyais entendre Virgile ressuscité, souvent mieux encore que le dialoguiste. Wow. Hein, donc là, c'est pas mal quand même. Hein. Merci. Et effectivement, il y a cette... Alors, oui, mais juste une chose, parce que, effectivement, donc il y a ce laps de temps, puis il y a Tone qui d'une certaine façon, enclenche l'envie d'écrire aussi. Oui. Mais il faut quand même dire aussi que le fait d'habiter dans la maison de Georges Garnir aide peut-être quand même aussi un peu à prendre la plume et à se dire, tiens, pourquoi pas moi? Excellent, pourquoi pas, très bon, excellent, bien placé, ça compte triple comme au Scrabble. Donc, mais oui, alors effectivement, j'ai la chance d'habiter dans cette maison où a vécu Georges Garnir, qui était l'un des 3 fondateurs du Pourquoi pas. Alors le Pourquoi pas, évidemment, c'est générationnel. Si on a moins de 50 ans, c'est difficile de s'en souvenir, puisque le Pourquoi pas a été supprimé en 1979, si je me souviens bien, ou 89, non 89. Et donc, c'est vrai que c'est dommage parce que c'était un journal qui était vraiment, bon, c'était un hebdomadaire, mais qui était empreint de cet humour, de cette dérision bruxelloise. Donc, on parlait politique, on parlait de tas de choses, mais il y avait toujours cet esprit bruxellois. Et malheureusement, le Pourquoi pas a été absorbé, enfin, est devenu le Vif Express, donc c'est-à-dire pris le vif et tué en express, donc il n'en reste plus rien. C'était tout de suite fini. C'était comme au Quick, hein, aussi mauvais et aussi vite terminé. Donc c'est un petit peu dommage. Mais effectivement, Virgile faisait les dialogues de la semaine dans le Pourquoi pas. Et Virgile est mort en 79 et on a continué à publier ces textes, donc ces dialogues, à tel point qu'à la rédaction du Pourquoi pas, il y avait un journaliste qui était payé pour répondre au courrier des lecteurs qui disait « Oh, monsieur Virgile, c'est très bien. » « Oui, mais ça me fait très plaisir, monsieur. » Voilà, mais le gars était mort déjà depuis je ne sais combien de temps. Donc c'est vous dire que le bruxellois est vraiment quelque chose qui marque les gens. Voilà, mais donc effectivement, le fait aussi que tu habites la maison de Georges Garnir, il y a aussi une sorte de
d'âme qui flotte, oui. d'âme bruxelloise. Encore que Garnier n'était pas bruxellois. Non, il était d'origine montoise, mais à l'âge de 10 ans, il était déjà à Bruxelles, et donc il a fait même une partie de ses études primaires à Bruxelles, puis universitaire aussi, puisque je rappelle quand même que c'est Georges Garnier qui a écrit l'hymne de l'ULB, Le Semeur, c'est lui qui l'a fait, entre autres, il a fait plein de choses. Et donc, effectivement, j'habite dans cette maison magnifique, et donc on peut dire que d'une certaine façon, je suis possédé par le bruxellois. Mais être possédé par le bruxellois, c'est pas se faire avoir. Il faut faire attention. Il y a une nuance, Alors, mais justement, Garnier, c'est un des personnages qu'on retrouve dans le livre de Georges Le Bouc, dans cette histoire du bruxellois. Alors, à propos de Garnier, justement, le bouc avance quand même le fait que c'est lui, d'une certaine façon, qui a ouvert la voie au mariage de Mademoiselle Beulemans. Oui, d'une certaine façon, oui. Notamment par le ressort et le mélange de français et de bruxellois. Oui. Donc voilà, on retrouve dans le livre de Georges Le Bouc donc toute une série de personnages, d'auteurs que... Alors moi... Évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais même que toi, tu ne connaissais pas toujours. Tout à fait. Effectivement, certains sont connus, évidemment. Virgile, on en a parlé. Les chroniques de Jeff Kazak dans Le Vlan, donc ça c'était Jean d'Osta, donc cet homme merveilleux qui à une époque où on rasait des quartiers entiers a eu l'idée en tant que journaliste d'aller photographier toutes ces rues, toutes ces maisons qui étaient appelées à disparaître, et donc il a fait des livres merveilleux dont le dictionnaire anecdotique des rues de Bruxelles ou les noms des rues disparues, donc qui sont des véritables bibles iconographiques, et c'est bon, c'est voilà. Mais à côté de ça, effectivement, il a écrit même une version bruxelloise d'Andromaque que j'ai eu la chance de voir réciter par Tone lui-même il y a 2 semaines. Ça fait drôle quand même de voir José Géal, Tone 7, nous réciter complètement cette tragédie en faisant toutes les voix, comme il le faisait toujours. Bon, à l'âge qu'il a quand même, il a quand même presque 93 ans. Donc c'est un moment privilégié que je garde dans un coin de ma tête en me disant, voilà, j'étais là, il fallait être là ce jour-là, j'y étais. Mais je rate jamais un cours qui donne, évidemment. Ce sont des cours de bruxellois où plus de la moitié des personnes sont bruxelloises, évidemment. Mais comme on a dans nos familles des personnes qui étaient tellement inventifs, qui trouvaient j'ai entendu mon parrain dire des choses que j'ai jamais entendues ailleurs, et c'est valable dans d'autres familles aussi. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui disait « Ah oui, moi, parce qu'on parlait de moutarde qu'on mettait avec le cerf-volant, bon, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Non, mais c'est vrai que on dit cervola en Bruxelles, on ne dit pas cervola, mais c'est normal qu'il y ait cerveau dans cervola parce que c'est de la viande qui te fait réfléchir. Tu vois, il ne faut pas trop penser, mais voilà. Mais donc pour lui, il disait pour mostout, il disait mottegetout. Pourquoi? Motteg, on sait bien que ça veut dire humide, détrempé, mottegetout. Mais voilà, ça sont des choses que les Bruxellois sont. Mais non, voilà, je n'ai jamais entendu ça avant, mais c'est ça l'inventivité des Bruxellois. Ouais. On retrouve effectivement dans ce livre donc, qui est disponible ici, le livre de Georges Le Bouc donc, que tu as préfacé, toute cette lignée finalement d'auteurs, de dramaturges, de fabulistes, jusqu'à toi, puisque c'est le dernier chapitre. J'espère que je ne serai pas le dernier des Mohicans, j'espère qu'il y aura une suite. Mais oui, voilà. mais c'était déjà pas prévu que quelqu'un écrive des fables comme Virgile 50 ans après lui, hein, donc ça c'était pas gagné non plus. Donc il faut des circonstances, il faut de la chance. Si je n'avais pas rencontré Georges Le Bouc et que toutes les pièces ne s'étaient pas mises en place pour que ça se fasse, eh bien ça serait resté dans mes tiroirs, j'aurais écrit certainement beaucoup moins, j'aurais été moins sollicité. Et voilà. Donc, parfois, il faut se dire qu'à certains moments, je ne crois pas trop à quelque chose de supérieur. D'ailleurs, quand on me demande si je suis croyant, je dis, bon, je suis mon propre Dieu et encore, j'y crois pas trop. Hein, voilà, parce que je me méfie de moi quand même un peu. Mais voilà, mais il y a des moments dans la vie où on s'intéresse à quelque chose et on dirait que les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement et on se dit, tiens, je suis dans la bonne direction. C'est un peu ça. Alors je vais parler peut-être d'une autre fable, donc d'un autre auteur qui est moins connu, qui s'appelle Barès. Alors il n'a pas fait énormément de choses. Il a écrit un recueil donc de fables qui s'appelait Floskes. Le Floskes à Bruxelles, ça veut dire beaucoup de choses suivant les cas. Avec une dame, ça veut dire certaines choses. Avec les amis, ça en veut dire des autres. Donc voilà, tout ça est très. Le bruxellois peut s'adapter à beaucoup de choses. Et donc, il est connu donc, pour avoir fait ce recueil
le seul d'ailleurs qui l'ait fait, et on a la preuve que ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale parce que justement il fait de temps en temps allusion au rationnement, au bombardement, etc. Bon, le texte qui est ici, ça n'apparaît pas, mais et la deuxième chose qu'il a faite également, c'est qu'il a écrit avec José Géal, tome 7, Cyrano de Bergerac. Donc il est co-auteur, et donc évidemment, rien que pour ça, déjà pour moi, ça a été mon démarreur, donc j'ai énormément de respect pour lui. Donc je vais vous lire ce texte qui s'intitule « Le léopard et le Metteco ». C'était un léopard, mollah, un vrai, tout beau, qui se montrait à la foire avec un Metteco. Il avait une fourrure tellement bien marquée que tu aurais juré que c'était imprimé. Et d'une qualité, madame, que je vous dis que ça. Autre chose, vous savez, que tu achètes chez Serma. Ceux-là qui le voyaient étaient estomaqués et n'avaient pas assez de yeux pour regarder. Tous les gens qui venaient lui donnaient des bravos et pas un ne parlait du roi Metteco. Mais, à part son costume, Léopard n'avait rien. Il restait là couché ou bien se promenait, c'en était pas malin. Le plaisir de le voir, ça a été vite en bas et après 5 minutes, on en a jusque-là. C'est chez le Metteco que l'on va maintenant. Beau il n'est pas, tu sais. Bon, il est si crevant, il fait l'acrobate, danse et ses singeries font que tout le monde ne pense plus à partir tant il rit. Des tours dans son sac, il en a tellement qu'il finit par avoir pour lui tous les clients. Moralité, si tu crois, car t'es bien habillé, que ça suffit pour qu'on soit nous autres épatés, tâche d'avoir moins un peu dans tes habits et d'avoir un peu plus dans votre esprit. Voilà. Merci pour lui. Alors ça, c'était Barès, mais donc... Ça, c'était Barès. Effectivement, voilà, donc c'est toute la force, et je suppose que vous connaissez un peu les livres de Georges Lebouc, mais la force de Georges Lebouc aussi de mêler la grande et la petite histoire, oui. D'avoir aussi un talent de conteur d'une certaine façon, parce qu'il raconte toujours, et moi je l'ai connu comme professeur, c'était la même chose, mais on retrouve ce mélange à la fois d'anecdotes, de petites histoires, mais avec une rigueur scientifique, une rigueur, la rigueur du philologue qu'il est. Il m'a toujours dit, pour moi, le bruxellois, c'est quelque chose qui n'était pas évident, parce qu'en fait, il y avait qu'un de ses 2 parents qui était bruxellois, l'autre était français. Et donc, il dit, moi, j'ai le bruxellois, je l'ai un peu abordé comme on aborde une langue morte, en fait. Mais avec une rigueur, en se documentant, et effectivement, quand Georges Lebouc fait quelque chose, il le fait très bien. Donc, je prends pour exemple, le premier dictionnaire du bruxellois a été écrit par Louis Quiévreux, il sort en 1951, 192 pages. Georges Lebouc fait un dictionnaire sur le bruxellois, 703 pages. Donc c'est là que effectivement la littérature rejoint l'haltérophilie. Hein, voilà. Parce que si tu tombes en dessous dans ton lit, c'est compliqué. Et alors, au départ, Georges avait voulu écrire Vie et mort de la littérature bruxelloise. Mais je dis, Georges, que d'abord, moi, je suis encore vivant à Stablift, hein, pour commencer. Hein, et si tu n'es pas sûr, je peux bouger, hein, tu vois. Et puis je dis, on ne sait jamais, il peut y avoir encore d'autres choses. Et puis, le bruxellois, ce n'est pas uniquement les textes, il existe le folklore bruxellois qui se poursuit. Et c'est la raison pour laquelle, donc, vous voyez en couverture de ce livre un homme qui est Madame Chapeau. Alors, Madame Chapeau, vous le savez, est un acteur, parce que Madame Chapeau était jouée traditionnellement par un homme, donc dans la fameuse pièce Bosmans and Coppenole. Et donc, Madame Chapeau était supporter de l'Union et elle devait tuer son lapin. Enfin, il y a toute une histoire. C'est en fait un personnage qui est presque anecdotique parce qu'elle apparaît, je crois, au second acte et puis elle a un petit morceau de bravoure où elle explique comment elle tue Jeff que son lapin, mais c'est tout. Or, ce personnage est resté au point que Tom Franzen a fait quand même une statue à son effigie au coin de la rue des Moineaux et de la rue du Midi, et que nous avons ici Madame Chapeau, 2024, Willy Demarche, qui est Madame Chapeau déjà depuis 10 ans, non-stop. Et cette année, il a fait un truc incroyable, une jouance absolument énorme, en faisant croire à tout le monde qu'il s'était cassé la jambe, donc il avait un plâtre, donc on l'a trimballé avec le cortège dans une chaise roulante, ça a été toute une histoire. On devait chaque fois le faire monter je présentais l'élection, on le faisait monter sur l'estrade, c'était les Bumdrugers qui le portaient pour le mettre, donc c'était un bazar incroyable. Et puis à un moment donné, évidemment, comme on était en période préélectorale,
il y avait quand même pas mal de personnes, Karine Lallieu, et évidemment le bourgmestre Claus était là. Et donc, évidemment, il va recevoir un bouquet de fleurs en tant que Madame Chapeau de Philippe Claus. Et donc, à ce moment-là, il lui dit, attends un peu, une minute. Et il dit, allez, geef-moi une valise, donne-moi une valise. Et alors, il ouvre et il sort de sa valise un habit de cornette. Vous savez, comme l'habit de la fameuse cornette qui joue dans Le Gendarme de Saint-Tropez, hein, celle qui conduit la 2 chevaux. Et donc, elle dit, ah ben maintenant, tu mets ça. Et donc, vous imaginez, donc, bourgmestre socialiste, laïque, qui met ça, qui le met. Et donc, à ce moment-là, il y a Madame Chapeau qui lui dit, bon, et maintenant, tu dis, moi, Philippe Claus, en tant que bourgmestre de Bruxelles, en tant que bourgmestre, je ne sais plus comment dire, en point des les pouvoirs qui me sont conférés avec Wayne-Iwa, enfin bref. Bon, et je te dis, Willy de marche, marche. Et l'autre, il dit marche, et il se lève. Personne, moi-même, je n'en revenais pas parce que j'avais pas vu le coup venir. Oui, je lui avais dit, ton plâtre, dit, qu'est-ce qu'ils ont foutu à ce plâtre? Oui, il avait mis ça n'importe comment. Il dit, oui, ils ont fait ça comme des couillons, mais c'est rien, je devais revenir ce samedi matin, mais ce matin, j'étais là pour faire Madame Chapeau, donc ils m'ont dit qu'ils allaient me le faire ce soir. Donc, personne, en dehors de sa sœur, n'était au courant. Et du coup, il sort des ciseaux, il dit, tiens, comme ça, tu peux inaugurer quelque chose. Et c'est Philippe Claus qui a coupé. Voilà. Mais ça, voilà, ça c'est la zouance bruxelloise. Et c'est tout le temps, la zouance bruxelloise, c'est tout le temps. À Folklorissimo, je vois des gardes-villes, encore une fois, avec des noix de coco même. Je dis, qu'est-ce que vous foutez avec ces noix? En fait, vous savez que maintenant, les calèches sont électrifiées, hein, donc c'est un truc électrique. Alors, eux, ils courent derrière et ils font taper comme si c'était des chevaux. Et le pays se retourne en disant, Verdec. Voilà. Mais ça, c'est Bruxelles. Ça ne s'explique pas. Ça, c'est vraiment la zouance, quoi. Il n'y a pas de... C'est magnifique. Mais donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'on peut aussi, il y a plein d'anecdotes aussi, mais ça c'est des anecdotes de toi, mais on retrouve aussi on apprend une foule de choses aussi dans le livre de Le Bouc. Mais on va peut-être quand même venir aussi à ton livre, ton dernier bouquin, oui. Les dialogues d'un zouanzologue, hein, et toujours avec cette idée d'alterner des dialogues, des fables, du vocabulaire, hein, puisqu'il y a aussi... Alors l'idée, c'est d'avoir vraiment le vocabulaire à la fin de chaque texte, parce que le coup de mettre par ordre alphabétique à la fin, c'est casse-pied pour le faire, tandis que là, on l'a directement, c'est quand même plus facile. Bon, avec les superbes illustrations aussi de Louis-Michel Carpentier, évidemment, et donc, effectivement, en général, c'est plutôt des recueils de fables, où il y a en majorité des fables. Ici, je m'étais amusé dans mon ouvrage précédent à mettre 3 dialogues que j'avais inventés, et je trouvais ça sympa, je m'étais bien amusé, parce qu'en fait, on peut mettre encore plus de jeux de mots quand on fait des dialogues, on peut faire mouche à chaque phrase, en fait. Et donc, j'ai repris, évidemment, les fondamentaux de Virgile, qui sont d'avoir une introduction en français le plus pur, de manière à contraster, évidemment, avec le bruxellois qui vient après, et également les noms. Alors, les noms sont toujours en rapport avec les qualités ou les défauts de la personne. Donc, par exemple, quand tu as un pays qui est un peu mou, voilà, et un peu flat, comme on dit, Virgile l'appelait Ropezap, jus de navet, voilà. Ou quand il y avait un type qui était tout mince, c'était Nourelkast, clou d'armoire. Donc voilà. Mais donc, simplement, il y a ces mots bruxellois qui donnent déjà une idée de la personnalité des gens. Et pour le reste, bon, effectivement, les gens qui me connaissent savent que je vis un petit peu à reculons dans ce 21e siècle. Je suis, comme on dit à Bruxelles, que ça en est Kurdovan, je ne suis pas sûr de ça. Et donc, j'en ai profité pour régler mes comptes avec les choses qui m'énervent de nos jours, le yoga, les faux végétariens, les marchands de meubles que tu dois monter, qui se démontent sans toi, les psychologues pour enfants rois, enfin tous les gens qui me cassent les pieds dans la vie. J'ai été mettre ça, par exemple... Même des voisins aussi. Les voisins, bien sûr, les voisins sont notre enfer, bien évidemment. Et donc, effectivement, je me suis amusé même à faire une soirée littéraire. Ah ouais, ça c'est extraordinaire. Oui, c'est une soirée littéraire, évidemment, où donc il y a un présentateur qui va présenter deux artistes. Et là, on rejoint un petit peu le style de Bukowski, évidemment, puisque donc d'un côté, on a un gars qui
bon, qui se prend vraiment au sérieux, si pas au tragique. Et à côté, on a un portefeuille qui a raconté tous ces stamenes. Et donc voilà, et on voit vraiment que c'est du vécu, quoi. Mais l'autre, évidemment, c'est quelqu'un qui est, voilà. Donc ici, il y a le présentateur qui dit je rappelle que vous avez été découvert par le grand public avec votre premier roman, Stumper et Tremblement, mémoire d'une addict à la crique, paru aux éditions Amélie Van Beneden dans la collection Chapeau. Et l'autre répond, oui, et je suis encore verbavré de ça, même si au plus profond de mon soi-même intérieur, je savais que ces 300 grammes de papier allaient faire un carton. Et alors, le présentateur continue, ça on peut le dire, et je rappelle que ces livres ont été directement remarqués par les critiques, notamment la très exigeante Emma Hoogezeen, qui s'était inclinée devant, je cite, « la ziverdorosité snullifiante de votre héroïne, venant d'une telle spécialiste, ça n'est pas rien. » Et l'autre dit, oui, c'est elle qui le dit. Alors le présentateur continue, la suite on la connaît, paraissent au rythme d'un volume par an successivement, Cerf-Volant mon ami, Martyr d'une slash qui s'est pas hors des pieds, ainsi qu'une pièce dramatique dans la pure tradition gelderodienne, Rolm obscur. Et donc, ce soir, à l'occasion de la sortie de votre nouveau roman, Le cri de la Boterkoek par un dimanche sans drache, je tenais à vous inviter pour causer de ce nouvel ouvrage, qui caricole déjà en tête dans les ventes au Vismet. Voilà. Donc, c'est dire que les jeux de mots, il y en a quelques-uns. Mais donc, il y a ça, mais il y a les fables aussi. Il y a des fables, bien sûr, oui. Il y a toujours des fables, alors, oui. Je ne sais pas si tu en as une dans ta besace. Ben oui, je peux mettre... Attends, parce que j'avais mis ça dans un papier. Vous avez 2 minutes? J'en ai que pour 3 heures. Hein. Mais non, mais c'est parce que j'avais pris des textes d'autres livres, mais oui. C'est rien. Mais tu sais quoi, non, je vais en dire un autre. Parce que, tiens, il y a une question que tu ne m'as pas demandé, je te remercie que tu vas le faire maintenant. Comment est-ce que je fais pour écrire mes fables? Dis-le une fois. Oui, comment tu fais pour écrire tes fables? Merci de ta spontanéité. Alors, voilà. Alors, il y a des fables, je suis très difficile en fait. Donc, heureusement que j'ai un éditeur maintenant qui est formidable et qui, quand je me permets de corriger 4 fois d'affilée un livre que j'ai fait, il le fait. Donc ça, c'est extraordinaire parce que, bon, c'est pas toujours évident. Mais donc, je suis un éternel insatisfait. Par exemple, j'ai écrit un texte qui s'appelait Les Pathèques, où je réglais mes comptes avec les Français, parce que vous savez que quand les Bruxellois vont en France, tu demandes un nom d'un pathèque, c'est jamais le bon, et alors on te dit, non, c'est pas comme ça qu'on dit, tu vois, hein? tu demandes un glacé, on appelle ça un millefeuille, enfin bref, tous ces machins qui savent nous énerver. Et donc, mais j'ai mis 4 ans à écrire ce texte, parce que tant qu'il me plaisait pas, il sortait pas. Par contre, il y en a d'autres que j'ai écrits, par exemple, il y en a un qui s'appelle Mon accent, que j'ai écrit le temps d'un cours chez Tone. D'ailleurs, je vais vous le dire. Donc, ça s'appelle Mon accent. J'ai perdu mon accent et je ne comprends pas ça, car je l'avais avec en sortant de chez moi. Celui-là, je l'ai toujours et fait mon bonheur, bien appliqué sur ma langue et qui cause à mon cœur. Oh, j'ai perdu mon accent. C'est pire que la parole. Et je l'avais encore en sortant de ma rôle. Je suis quand même un nul pour ranger mes affaires. À moitié stoumerique, à moitié socolaire. J'ai perdu mon accent, ça n'est plus une surprise. Il est resté coincé dans la porte Louise. Par là-bas, t'espères que t'as une autre famille, c'est adieu Louise et bonjour Stéphanie. J'ai perdu mon accent et je suis là maintenant. Je babble sans couleur, je zivre sans spitan. Pour avoir de retour mon parlage des ruelles, voici le lot sacré, cœur battant de Bruxelles. J'ai perdu mon accent et je suis dans l'impasse. C'est Sainte Pétronie qui me tire de l'embrasse, car ce trésor qui vaut bien plus que tout mon pône, moi je l'ai retrouvé au théâtre de Taude. Voilà. Alors, évidemment, quand on fait des fables, parfois on peut être influencé. Et effectivement, comme tu le disais, je suis un grand nostalgique de l'ancien Bruxelles, où j'allais me balader avec mon père
Le premier choc que j'ai eu quand j'ai été rue de la Cigogne, je me suis trouvé dans cette rue qui était tout à fait crume comme ça. Et à un moment donné, quand tu es au milieu, tu vois plus rien d'un côté ni de l'autre et tu as l'impression d'être dans un autre siècle. C'est extraordinaire, quoi. Avec ces petites maisons dont tu peux presque toucher le toit avec ta main. Et ce sont toutes des images comme ça qui ont fait que j'aime toujours Bruxelles. Et donc, je me suis inspiré de François Villon, qui évidemment ici est devenu Suske Villon, bien sûr. Mais j'ai écrit quand même une ballade de la même façon qu'il a écrit. Donc, j'ai fait un espèce de mélange entre la ballade des dames du temps jadis et Où sont les neiges d'antan. Et donc, ça fait ballade de quand tu savais promener. Kamerotje, zeg manneke, toi qui connais si bien Bruxelles, où est-ce qu'elle est la rue des radis, et les gangskes, et les ruelles, les cadets jouaient aux billes entre leurs vieux murs accueillants, où vont-ils clasher leurs toupies? Mais où sont les strotches d'avant? Leurs vieux pavés, gras et blinquants, s'étaient percés des petites étoiles que les atlapans waguelants suivaient la démarche inégale. Et un vieux porche, usé par l'âge, abritait le bunch naissant des amoureux en fruchelage. Mais où sont les strotches d'avant? Ancien quartier de la Puterie, du Deuvelzoek ou de Saint-Roch, maison modeste mais fleurie, tous à remplacer par des blocs. Adieu non charmant des ruelles, Notre-Dame aux neiges d'antan, adieu impasse, adieu Venelle, mais où sont les strotches d'avant? Prince de la Marolles, Ofni, qui a connu ce bon vieux temps, dis-le-me-le, zeg manneke, mais où sont les strotches d'avant? Voilà. Du coup, juste par rapport à ce texte, ouais. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'alexandrin que tu ouais. utilises le plus souvent, ouais. Mais ici, ce ne sont pas. Ah, c'est une ballade, hein, donc j'ai dû effectivement, suivre... bien, oui. Effectivement, et rares sont les textes, justement, tes textes où tu déroges à l'alexandrin. Ouais. Il y en a un, ouais. D'ailleurs, dans le... Je n'aime pas déroger, je n'ai rien contre ce Roger, mais je n'aime pas déroger. Et effectivement, il y en a un où j'ai fait le Linkador. Ouais. Ouais. Le Linkador. Un Linkador, c'est comme un Linkout, mais en plus court. Un Linkout, c'est un qui fait toujours des trucs skives, comme ça, voilà. Le Linkador. Leugenhout par plaisir, Linkout par vocation, Trichout conseil par pire, Stinkout en conclusion. Traître par habitude, toujours dans sa noche, affroucheler un stut contre un camerotche. Et il te rend nerveuse, snuffelant tout partout avec son lange neus pour se mêler de tout. Dat is een echte artiste, avec le flat sourire d'un accordéoniste qui joue pour t'endormir. Il fait son tachelul, mais c'est pour mieux chercher un bon schiel, un bidule à te faire avaler. Laisse-le seulement venir, laisse-le seulement causer. Zeker qui va mentir, c'est rien que babeler, qui se fatigue surtout. Il n'y a rien tant qu'on adore que de tenir le fou avec un Linkador. Voilà. Et donc, effectivement... Là, c'est comme je te disais, on est sur de l'examètre. De l'examètre, ce que je n'aime pas ce garçon. Examètre, c'est des verres de 6 pieds, mais quand tu mets 2 verres de 6 pieds ensemble, ça fait quand même un alexandrin. Et ici, il était marqué Alexandra parce qu'on l'avait mis avec l'écriture. Voilà. Dites, puisque vous êtes ici, que vous n'avez rien d'autre à faire, je vais vous proposer quand même quelques autres livres, parce que vous savez, vous êtes des Bruxellois, donc il y a des livres qui doivent se trouver dans la bibliothèque de l'honnête bruxellois. Et donc j'ai parlé tout à l'heure de la confession d'une buveuse de crick, mais il y en a encore d'autres, évidemment, classiques par exemple, Le vieil homme et la voue et la mer, par Ernest Hemingway aux éditions Gallimatras. Hein, vous voyez, c'est un beau livre. Alors il y a également Les Crumes des jours, aux éditions Skive Lava-Beaux-Arts. Vous notez, hein? Autant n'emporte de Wim van Achter par Marguerite Mitchell, une coédition Saleu en de Cost, dans la collection Bubble Fluid. Alors encore une autre d'Ernest Hemingway, Pour qui te donne le glace. Hein? Mais ça c'est en poche, c'est chez Folio Classique. Alors évidemment, on a quand même un français, Eugénie Glandet, hein, par Honoré de Sacaboul, aux éditions Flammarion. Alors, pour les amateurs de thrillers anglais, nous avons La clinique du docteur Clash par Marie Gingscrack aux éditions Flammarion. Vous connaissez cette Flammarion. Pour les amateurs aussi de suspense et de livres à décoder, Le Da Vinci Code
hein, de Dan Brown aux éditions Latesque-Bac. Et un dernier, je vais te lire un extrait, comme ça te donne envie de le lire, enfin quand il sortira, c'est pas demain la veille. C'est un policier. Hein. L'agent 2222, un agent double, reposa sa trappiste Rochefort sur le comptoir et ricana dans sa fausse barbe qu'il avait oublié de mettre, ce qui le rendait encore plus énigmatique. Il déclara alors « J'ai tout deviné. Le corps du défunt décédé appartient à un mort. Grâce aux traces sous ses ongles d'Amérique dont il est originaire, j'ai conclu qu'il était ouvrier extracteur dans une mine de spéculoos et qu'il a été abattu par un maft d'une balle Jum-Jum. » Voilà. Et donc ça, c'est un extrait de Le Crime de l'Orient Express par Agathe Stampon. Hein, Stampon Agathe, vous la connaissez. Donc aux éditions Librairie des Champs Aiguisés, évidemment comme les couteaux, dans la collection La Masque. Voilà, merci. Alors, si tu as encore peut-être une... Oui, alors je vais quand même en dire une que si je ne dis pas, on ne me laisse pas partir. C'est l'accent, ça je l'ai dit, mais ton premier Chokotov. Voilà. Merci donc, ma fan, je la prends partout parce que sinon il n'y a personne qui applaudit. Donc, ton premier Chokotov, tu te souviens de ça? Tu as dû le recevoir un jour de ta boma. Ce bonheur quand elle a sorti ça de sa poche, aussi fort qu'au moulin quand tu as eu la floche. Ton premier Chokotov, tu sais pas l'oublier. Et non plus pas l'odeur quand tu l'as déballé. Ce strafe chocolat a tombé de ton sus. Heureux que tu étais, que tu savais pas plus. Ton premier Chokotov, avant d'être dans ton bec, même son emballage, t'étais content avec ce papier un peu ce qu'on dirait du plastique, de ce qu'une olifante en doré qui fait chic. Ton premier Chokotov, quand tu l'as knabbelé, ce œuf de caramel, comment tu l'as chiqué, après le premier stoum du chocolat amer, jeuse cœur noirot de retour sur la terre. Ton premier Chokotov, t'en as encore le goût. Si t'offres qu'à Chokotov, il y a 2 F au bout. Avant de le finir, tu l'avais décidé, ton premier Chokotov, c'était pas le dernier. Et depuis, il y en a eu, ça on te fait confiance, pour la slucker de rat, tu es toujours en avance. Même si dans ta vie, tu as fait que je posterai, ton premier Chokotov, tu sais pas l'oublier. Voilà. Alors, je voulais parler encore de mon petit dernier parce que, en fait, la vie est faite de rencontres. Alors, j'avais déjà rencontré Alain Magerot, qui est ici dans la salle, qui avait écrit Exorcisme à Berchem-Sainte-Agathe. Berchem-Sainte-Agathe, c'est une commune qui m'intéressait parce que j'allais m'y balader avec mon père et on descendait le bois du Wilder. Et donc, quand j'ai vu que ce livre se passait là et que ça parlait en plus d'un exorcisme, retour de Black Sabbath, vous voyez, c'est ça. Hein. Oui, tu vois que c'était bienvenu. Hein. Oui. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ne pas l'adapter en bruxellois? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et le même Alain Magerot, qui n'a toujours pas quitté la salle, mais il faut croire qu'il a des actions ici, m'a proposé un autre livre qui est ici, qui s'appelle Correspondance. Alors, c'est en fait ce qu'on appelle normalement de manière chic un dialogue épistolaire. Hein, voilà. Et donc, qui parle d'un côté d'un gars qui est cocu et qui s'adresse à celui qui s'est occupé de sa vrac. Et donc, il avait appelé ça, donc, échange épistolaire. C'est devenu très rapidement échangisme épistolaire, évidemment, avec l'idée. Et moi, du coup, en bruxellois, j'en ai fait échangisme épistolaire, qui n'a rien à voir, mais ça me fait plaisir. Et donc, si vous voulez, ben, je peux vous lire un extrait de ça, si je trouve ça dans tout mon bazar. Je viens avec des tas de choses, hein, mais... Ah, voilà, attends. Mais tu sais quoi, je vais le faire dans le livre. Tu sais tenir 5 minutes? Bien, tu tiens, voilà. Je vais venir, Alors, normalement, évidemment, il me dit toujours, tu fais ce que tu veux. Donc, ça veut dire que je peux changer tout. Hein. Par exemple, c'est un échange entre le docteur Lamal. Le docteur Lamal, c'est celui qui a un petit peu détourné du droit chemin la masque. Et l'autre s'appelait, Monsieur Point. Alors, chez moi, évidemment, du coup, le pays s'appelait Adrien Peyrecope, hein, puisque c'est quand même une poire. Et le docteur s'appelle le docteur Linkout. Donc,
Je vais vous dire le texte en bon français et après je vous mettrai la traduction. Docteur Lamal, imaginez la mortification qui m'étreignit lorsqu'en fouillant dans le sac de mon épouse, je fis la désagréable découverte de votre existence. Ainsi donc, monsieur couche avec ma femme. Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule, ma bonne éducation sans doute. Je vous somme dès à présent de mettre un terme à cette honteuse relation périlleuse pour elle et pour vous. Je ne plaisante pas, monsieur, à vous lire avec le courroux d'un homme humilié. Et ça devient « Docteur Linkwood, vous ne savez pas savoir ma tristeté quand, en cherchant un brol dans le cabasse de ma femme, j'ai en une fois découvert la preuve irréfutable et non platonique de votre existence et je ne suis pas content de ça. Alors comme ça, menir fruchel avec ma chocolave. Je ne sais pas ce qui me retient de venir vous donner une bonne mastelle dans votre small de voile vagabonde, mais je suis bien trop distingué pour ça. Bon, maintenant, vous allez direct cesser avec cette relation extra-conjugable, parce que sinon, ça va devenir vride et dangereuse pour son intégrité physique et la vôtre avec. Moi, je sais pas rire avec ça, monsieur. Vous pouvez le sacher et je serais même content que vous le sachassiez. Avec le vent du Nord qui souffle sur ce scandale, Adrien Perekop. Et la réponse, évidemment, monsieur Perekop, dire que votre lettre m'a fait plaisir, ça je peux pas, mais je sais par la contre. Et je suis embêté d'avoir été pris la main dans le cabasse de votre madame. Maintenant, quand j'apprends qu'une de mes clientes que je fréquente est mariée contre un sous-colère dans votre genre, ça n'est pas bon non plus, pas pour ma réputation. Et cerise sur le pudding, un qui va dans le sac des dames, je ne serais pas fier de ça. Alors, pour être sûr qu'on cause de la même personne, je voudrais quand même une fois savoir à quoi ressemble votre épouse, comment est-ce qu'elle est dans sa figure, par exemple, et aussi une particularité un peu spéciale, comme un grain de beauté dans un endroit hors du soleil, si vous voyez ce que je veux dire. Car vous devez savoir que j'ai plusieurs flèches à mon sac et que ça tire dans tous les sens, si vous me permettez cette image un peu osée. Donc, que vous n'êtes pas content, j'essaie de comprendre ça, mais je veux quand même être sûr qu'on parle de la même moque. Moi, je ne veux pas payer pour les autres. Restant dans le spectatif, Prosper Linkwood, PS, répondez un peu vite à ce tableft. Docteur Lamal, votre cynisme n'a d'égal que votre turpitude. De plus, vous essayez de gagner du temps, qui est devenu, Docteur Linkwood, que vous êtes un masquezote, c'est déjà pas beau, mais qu'en plus vous êtes un smerlapiste de classe et que vous vous vantez de ça, c'est encore plus pire. Et c'est pas besoin de chercher des combines et des stutes pour gagner du temps, car ça va plus rester durer. Profitez bien sur celui qui vous reste, mon pas op. Vous saluez, ça je fais pas. Monsieur Perekop, comme vous l'avez bien écrit dans votre brief, que profitez, ça je sais faire. Et si c'est contre votre goût, je n'ai pas d'affaire avec ça, et votre autorisation, je l'attends non plus pas. Et comme vous ne me dites pas ce que je dois savoir pour prober de désembrolificater le bazar, restons-en là et pas plus loin, c'est déjà bon, monsieur. Et la dernière, Docteur Linkwood, opgepast un Cameroun, pas tenir le fou avec moi, tu sais. Eh bien, puisque menir d'un docteur a des trous dans sa mémoire, on va préciser avec ça fini. Amélie Platvoet, épouse Perekop, un grain de beauté en pleine arrière-saison, la tétagère avantageuse et le feu tout partout. Plus précis que ça, je ne sais pas, je vous salue de retour pas. Voilà. Alors, jusqu'à la fin, que je ne vous dévoile pas, mais il y a une magnifique chute, et là, tout le mérite en revient à Alain Magerotte, évidemment, je ne suis que le modeste et zivrant intermédiaire. Et donc voilà, les livres sont disponibles si vous voulez connaître la suite et la fin de l'histoire. Et vous pourrez même profiter d'une double dédicace éventuellement du bouquin. Ah oui, Alain est ici. Alain Magerotte est également ici. Et donc tous les livres sont disponibles, ce dont on a parlé. Tu as pris aussi oui, quelques anciens. Bon, celui-ci par exemple, où il y a une adaptation que j'ai faite du Plat Pays de Jacques Brel. J'ai appelé ça le Plattenband. C'est l'histoire d'un pays qui est cycliste, qui a son pneu qui crève et qui raconte sa soucle de rat. Ici, il y a quelques pas de jouance classique où, évidemment, il y a ton premier Chocotov, parce qu'il faut bien que ça se trouve quelque part. Enfin bref, ce n'est pas les bêtises qui manquent. Nouvel an approche, les livres bruxellois sont rares et moi, je suis pas loin. Voilà. Alors, on va, comme d'habitude, passer à table et puis on aura de la carbonade ce soir. On aurait pu encore parler, j'avais pris aussi ta traduction des Schtroumpfs.
parce que donc, tu traduis aussi avec des bandes Georges Debouk, dessinées. j'ai adapté trois Spirou en bruxellois, alors les Schtroumpfs maintenant, et puis alors j'ai également fait les derniers poches avec Louis-Michel Carpentier. Donc voilà, mais on se retrouve de toute façon après le repas pour échanger, et puis on vous donnera la parole à ce moment-là, et peut-être encore quelques petites... Parce que si on ne mange pas maintenant, ça va continuer à cuire, et ça va être des carbonisades flamandes, ça ne va pas être bon. Merci à vous, à tout à l'heure, à tout de suite. Merci.